En 1996 sort sur la console portable de Nintendo la première version de la licence à présent culte, Pokémon. Cependant, parmi tous les Pikachu et Roucoule, les Rattata et Chenipan, en pénétrant au plus profond des îles Écumes, on trouve l'un des tout premiers légendaires, Articodin. On peut ensuite découvrir Elector à la centrale, et enfin Sulfura dans la route Victoire. Ce qui fait pas beaucoup de sens, c'est pas comme s'il y avait un volcan dans la région. Mais comme tout autre Pokémon, ils n'échappent pas à la règle et sont inspirés de différents mythes. Aujourd'hui, on va parler des oiseaux légendaires de la vraie vie. Enfin, ça reste des mythes, hein. Et on va justement commencer par Sulfura, parce que c'est le plus simple et le plus évident. Quand on vous parle d'oiseaux de feu, il y a une créature qui devrait très vite pointer le bout de ses plumes dans votre esprit. Je suis Iki, le chevalier Phénix. Alors qu'en vrai, les oiseaux de feu, il n'y en a pas qu'un. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en aura un second dans la génération suivante. En tout cas, ici on va parler du Phénix, tout en omettant sa version chinoise. Pourquoi ça? Pour deux raisons. Déjà, dans un premier temps, l'oiseau vermillon, c'est à peu près l'inspiration pour au moins 3 des oiseaux légendaires de Pokémon, donc on peut plus vraiment parler d'être propre à Sulfura. Et dans un deuxième temps, on en avait déjà parlé dans cette vidéo. Il faut savoir que le Phénix, il vient à la base d'un autre oiseau légendaire qui, ironiquement, était lié à Ra. Je suis pas sûr que c'était volontaire à la base. Le dieu Ra, au passage, avant qu'on me tombe dessus, ça c'est pas une représentation d'Horus, mais bien de Ra. Pour être exact, c'est même le Ré Oracti, la fusion entre Ra et Horus. Mais ça n'en reste pas moins une représentation de Ra, surtout à cause du cercle solaire sur sa tête. Je peux continuer? Ouais, mais je les connais. Si on précise pas, ça risque de gueuler en commentaire. Donc, le dieu Ra, il possède une âme, et cette dernière est représentée par un animal, Bennu le héros. Bennu est un animal qui serait né de lui-même, et qui aurait, par son cri, contribué à la création du monde. Le plus intéressant, c'est que selon certaines versions du mythe, son cri s'est accompagné de flammes pour attiser la dite création. Paradoxalement, il est aussi lié à la mort. Tiens, c'est pour toi. Une plume de héron, pourquoi? Profitez, pour une fois que je dis du bien d'Origins, et ce faisant, en l'associant et à la création et à la mort, il devient l'oiseau de la résurrection. Et de là à l'inspiration d'un tout autre oiseau, direction la Perse. Oui, on associe beaucoup plus le Phénix à la Grèce, et oui, mais en réalité, il vient beaucoup plus de Perse. Enfin, en partie. C'est compliqué. Sur ces contrées, il s'appelle Simurgh, et la première chose que l'on peut dire sur lui, c'est qu'il a une tronche particulière. Alors, ok, on en a des représentations qui en font un oiseau tout ce qu'il y a de plus standard, enfin, hormis son lien au feu. Mais d'autres représentations sont plus originales, on va dire. Il ressemblerait à un pan avec une tête de chien et des griffes de lion. Et parfois, la tête du canidé est remplacée par celle de l'humain. Manquerait plus qu'il pose des énigmes et on aurait un parfait cousin du sphinx. Et cette créature, elle est extrêmement vieille, à un point qu'on pense qu'elle a assisté à plusieurs destructions du monde. Mais pas en une seule fois. Question pour vous, combien de temps ça vit un phénix? Oui, parce que c'est bien beau de dire que l'oiseau renaît de ses cendres, mais au bout de combien de temps arrive la combustion spontanée? Eh ben, au bout de 1700 ans. Environ. Le Simurgh, c'est aussi la créature qui est là pour purifier les terres afin de leur permettre de renaître. Oui, pour ce piaf, la résurrection, c'est pas forcément la sienne. Ce qu'il fait aussi avec le Gao Kerena. Déjà, les graines de cet arbre de vie possèdent des propriétés médicinales, et c'est lui qui, en se posant sur l'arbre, les fait tomber sur le sol. Mais aussi, au-delà de guérir, ces graines ont la particularité de donner l'immortalité aux personnes ressuscitées. Et même de façon générale, c'est avec ça qu'on est censé faire un élixir d'immortalité. Ce qui nous amène à l'animal le plus emblématique quand on parle d'oiseaux légendaires, celui qui vient de Grèce, même si selon certaines rumeurs, il trouverait son origine en Égypte. Ouais, dans un de ses textes, Hérodote mentionne qu'il a entendu parler d'un tel oiseau sans jamais l'avoir vu. Donc c'est à prendre avec des pincettes et de fortes chances qu'il parlait de Bennu. D'ailleurs, à l'époque où il en parle, l'oiseau serait déjà mort depuis 500 ans. Ouais, l'oiseau immortel est mort. Et tant qu'on parle de voir la bestiole, ce serait bien que les différents témoins accordent leur violon. Parce que autant on a déjà parlé de créatures qui avaient des têtes différentes, autant l'oiseau de feu, il est loin de la représentation qu'on en fait. De manière générale, il ressemble à un rapace, un aigle plus précisément. Mais chez les Grecs, il a une représentation quand même vachement différente. La forme la plus commune, c'est celle d'une grue, l'oiseau, ce qui colle assez bien avec le héron dont on a déjà parlé, les deux étant des échassiers.
Mais déjà là, tout le monde ne se met pas d'accord. Certains le décrivent comme une grue demoiselle, alors que d'autres mentionnent les plumes sur sa tête pour en faire une grue royale. Mais ça, c'est sans compter sur Ézéchiel, un auteur égyptien du 3e siècle avant notre ère, qui le comparait à un poulet. Ouais, non, là, clairement, le charisme de la bête en a pris un coup. Après, le coq poussant son cri au lever du soleil, donc au jour nouveau, c'est peut-être pas si déconnant que ça. Et pour en revenir à Sulfuras, c'est vrai que son design y fait très grue. Beaucoup plus qu'un aigle en fait. Comme sa forme de galard, dont les tons rouge et noir rappellent ceux de la grue à cou noir. Après, sa vraie couleur, ce serait plutôt le pourpre de Tyr, aussi appelé pourpre phénicien, ce qui a donné son nom à l'emplumé, le phénix. Et chez nos amis les Grecs, le phénix diffère un peu de son homologue perse. Déjà en termes d'espérance de vie, on est bien plus proche des 500 ans mentionnés par Hérodote. Mais surtout ces 500 ans, ils servent de repère temporel. Par exemple, une nymphe vit durant 10 phénix. Alors le calcul exact, c'est qu'une corneille vit 9 hommes, qu'il faut 4 corneilles pour un cerf, 3 cerfs pour un corbeau, 9 corbeaux pour un phénix, et donc 10 phénix pour une nymphe. Et quand je pense qu'on se fout de la gueule des Américains parce qu'ils comptent en pousser en pied, vous imaginez un petit peu le bordel que ça devait être les horaires à l'époque? Dis-moi, il est à quelle heure le rendez-vous? Canary moins 10, je crois. Et pour la petite info, afin de briller en société, ça veut dire qu'une nymphe vit 9720 hommes. Après, le calcul est un peu foireux, vu que ça veut dire aussi qu'un homme, ça vit moins d'un an. Et une fois mort et revenu à la vie, les cendres sont mis dans un œuf de myrrhe et amenés à un temple du soleil, donc Ra pour les Égyptiens et Hyperion chez les Grecs. Bon, le phénix, il est parti d'Égypte, il a fait un crochet par la Perse pour venir en Grèce, où est-ce qu'il est parti ensuite? Eh ben, chez nos voleurs de mythes préférés, les Romains. Mais ça va, ils ont pas tout piqué aux Grecs non plus. Absolument, le reste, ça vient des Étrusques. Ouais, donc les Romains et le phénix. Oui, alors, Nogai et Jupette, ils vont apporter quelques précisions sur la créature, qui ressemble maintenant à un faisan. Oui, ça c'est une représentation qui vient de Pompéi. J'espère que vous appréciez l'ironie qui s'en dégage, parce que moi oui. Bon, déjà maintenant, l'oiseau ne vient plus d'Égypte ni de Perse, mais de chez les Assyriens. À quel moment ils ont débarqué dans l'équation? J'en sais rien. Mais c'est souvent ça le problème avec les Romains. Ils copient, mais la majeure partie du temps, mal. Niveau régime alimentaire, les Romains nous précisent que le phénix ne se nourrit pas comme ses congénères à plumes. Je ne mange pas de graines! À la place, il se nourrit d'encens. On va aussi avoir un peu plus de précision sur sa mort, qui a lieu sur des palmiers, dans des nids fabriqués uniquement à l'aide de leur bec et leur serre. Contrairement aux autres oiseaux qui utilisent un marteau et des clous. Ce sont des piafs, évidemment, qui vont se servir de ça. Tu veux qu'ils utilisent quoi d'autre? Les plumes de leur dos? Et après avoir recouvert le nid de myrrhe et de cannelle, ainsi que d'autres plantes aromatiques, eh ben, poulet flambé. En revanche, il y a un point qui va un peu casser le mythe autour de l'oiseau légendaire. C'est cette histoire de renaissance. En effet, le phénix qui renaît n'est pas forcément celui qui s'est éteint peu de temps avant. Il y a bien un lien de père et fils entre les deux. D'ailleurs, c'est ce nouveau phénix qui va apporter les cendres de son père au temple afin qu'il reçoive la bénédiction du soleil. Bon, maintenant qu'on a vu la bestiole à l'Antiquité, on peut un peu avancer pour aller chez les autres qui ont piqué tous les mythes. Bienvenue au Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, l'animal fait son retour avec quelques petits changements. On garde son cycle de 500 ans, même s'il varie légèrement, et son nid fait à partir de branches aromatiques. Mais petite nouveauté, maintenant il lui faut 9 jours pour renaître. Et on oublie le délire de ramener les cendres au temple du soleil. Et c'est vraiment au Moyen-Âge que va naître cette image de l'oiseau perpétuel. Il n'y a aucune descendance au phénix, il y a un phénix, seul et unique, qui revient à la vie continuellement. Histoire de rappeler le fils de charpentier. Ou dans la même idée pour représenter les chrétiens qui reviendront à la vie lors du jugement final. D'ailleurs, il y a un autre truc de différent, c'est que maintenant il vient d'Arabie. Il voyage beaucoup cet oiseau. C'est un phénix migrateur. Est-ce que c'est le bon moment pour vous dire que le phénix était très populaire à cette époque, surtout durant les croisades? Croisades contre les Arabes? Il savait être subtil à l'époque. Alors oui, mais ça en plus c'est sans compter sur Guillaume le clerc de Normandie. Qui c'est celui-là? Ben c'est un clerc, normand, qui s'appelle Guillaume, et qui a écrit sur le phénix. Alors, encore une fois, on reprend bien l'iconographie de l'emplumé à deux différences près. La première, c'est qu'il ne vient plus d'Arabie, mais d'Inde. Notons bien qu'il n'y a absolument aucun mythe en Inde qui se rapproche de près ou de loin d'un oiseau de feu. Et la seconde, c'est que sa résurrection se fait en 3 jours plutôt que 9. Bon, ben le phénix c'est fait, on peut passer à notre second oiseau légendaire, Elector. Ok, celui-là c'est moi qui m'en charge. Quand on parle d'oiseaux et de tonnerre, il n'y a pas 10 000 possibilités, mais il n'y en a pas qu'une non plus. Le premier et le plus évident, c'est l'oiseau tonnerre.
voilà un nom qui respire l'originalité. Pour parler de cette créature, on va devoir se rendre à l'autre bout de la planète, parmi les tribus américaines. Et là où avec le phénix c'était facile, c'était un seul oiseau qui évoluait avec le temps, chez les natifs, c'est un peu à chacun son petit oiseau, et à chaque petit oiseau ses particularités. Les Algonquiens nous offrent une explication sur l'appellation de l'animal, qui pourrait, en battant des ailes, produire le son du tonnerre. Mais ce n'est pas là son seul pouvoir, puisqu'il peut aussi créer des éclairs. Sinon on a du tonnerre sans éclairs, et ça aurait pas de sens. Mais le plus important, c'est surtout pourquoi est-ce qu'il crée des éclairs, et pour ça on doit aller du côté de sa fonction. Chez les Algonquiens, l'oiseau tonnerre règne sur le monde supérieur, laissant le monde souterrain au choix au grand serpent à cordes, ou à la panthère sous-marine. On l'avait mentionné dans la vidéo sur les dragons d'Amérique d'ailleurs. Et donc les éclairs produits par notre électricien préféré sont là pour cramer les créatures du monde souterrain, afin de protéger les tribus. La même chose du côté des Ojibwés, même s'ils rajoutent un créateur, Nanabozo, esprit farceur qui avait pour mission d'enseigner la connaissance à la tribu. Et tant qu'on y est, on va aussi modifier cette histoire de protection des autochtones. S'ils ne suivent pas les règles morales de la tribu, on les zappe, littéralement. Et juste pour préciser un truc, les oiseaux tonnerres ne sont pas là tout le temps non plus. Ils viennent durant l'été pour affronter le monde souterrain, mais repartent dès l'automne avec le reste des oiseaux migrateurs. Alors que chez les Ménominés, on leur trouve un habitat. En effet, la légende porte toujours sur le combat faucon contre serpent, mais on rajoute une mystérieuse île flottante dans le ciel qui servirait de point d'attache pour les rapaces. Et on leur rajoute aussi des capacités, parce que le tonnerre sans l'éclair ça fait déjà pas beaucoup de sens, mais sans la pluie non plus. On peut dire que réellement, chez eux, l'oiseau tonnerre fait la pluie et le beau temps. Ça, c'est pour les oiseaux tonnerres en général, mais il y a quelques spécimens identifiés. Petit pot pourri de ces derniers. Chez les Sioux, on a le Wakinyan, un terme qui veut dire à la fois tonnerre et aile sacrée. Et sa légende est rattachée à celle d'un Naoka. Alors, on va pas aller jusqu'à c'est quoi un Naoka, on gardera ça pour une prochaine fois. C'est un chaman. C'est pas exactement ça, mais c'est assez proche. Notre Aoka, donc, il arrivait qu'il allait se faire frapper par l'oiseau en question, et pour se protéger, il s'est placé sous un cèdre. Pourquoi sous cet arbre précisément? Parce que le Wakinyan le respecte et donc ne le frappera jamais de ses éclairs. C'est prouvé scientifiquement, ça? Bah écoute, t'as qu'à aller vérifier. Ok. Aminiki se trouve tant qu'à lui chez les Anishinaabe. Alors si je puis me permettre, total bullshit. Et il n'y a pas vraiment de légende sur cet oiseau en particulier, juste que son nom veut dire tonnerre. Le Bahao de la tribu Arapaho va tant qu'à lui se trouver un nouveau rival, la chouette blanche. Là où l'oiseau tonnerre représente l'été, la chouette symbolisera l'hiver, la neige et la nuit. Les deux oiseaux étant en constante rivalité, l'un gagnant pendant 6 mois et l'autre, les 6 autres mois. Mais même si dans certaines croyances le piaf électrique avait une tendance à s'en prendre au peuple, il y a également des tribus où il était un symbole positif. Baha, par exemple, aura apporté une pipe sacrée aux Astina. Sigwe dérange rarement les Potawatomi, et ces derniers ont l'habitude de baisser la tête en sa présence. Après, je sais pas si c'est pour lui faire une révérence, ou juste pour éviter son regard qui, d'après leur légende, pétrifie. À quel moment l'emplumé est devenu une gorgone? J'en sais pas plus. Et enfin, Piyessim chez les Cris, qui s'occupe même pas des humains. Il s'en tamponne comme de son premier éclair. Alors tout ça c'est bien, mais j'ai quand même une question par rapport à Elector, parce qu'il ressemble pas tellement à un faucon. Son bec c'est même plus vite celui d'un pivert. C'est assez amusant que tu dises ça parce que le pivert, même s'il n'y a pas de créature liée à cet oiseau, il est souvent considéré comme annonciateur de pluie, et donc d'orage. Mais surtout tu fais bien de ramener le Pokémon dans l'équation, parce que sa version de Galar est encore plus amusante. Rappelez-vous, on a dit que l'oiseau tonnerre était le plus connu, mais qu'il n'était pas le seul. Direction l'Afrique et l'Impoudoulou. Alors si vous êtes assez vieux sur cette chaîne, l'Impoudoulou, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur les vampires, pour le simple fait qu'une de ses particularités, c'est de sucer le sang. Mais vu que ça n'a pas trop de rapport avec la foudre, on va laisser ça de côté. L'oiseau tonnerre est celui qui crée la foudre, l'Impoudoulou, en revanche, est né des éclairs, ce qui lui a valu le petit nom d'oiseau éclair. Ainsi, il apparaît dans les nuages sous forme d'une vive lumière qui tombe sur Terre, soit sous sa forme d'œuf, soit directement sous sa forme définitive d'oiseau. Et en parlant de forme définitive, et c'est là que je voulais en venir avec Elector, ça c'est sa version de Galar, et ça c'est une ombrette, l'apparence qu'est censée prendre l'Impoudoulou. Il y a comme un air de famille. Et encore, on parle pas de la couleur. La couleur, elle a quoi la couleur? Bon, c'est comme pour toutes les mythologies, ça varie selon les légendes, mais dans une grosse partie d'entre elles, il est de couleur rouge-feu. Ah merde! Ouais. Après, c'est pas parce qu'il est né de l'orage qu'il n'a pas des capacités. Il est par exemple à son tour capable de produire des éclairs. Et c'est même pas son seul pouvoir. La particularité de l'Impoudoulou, c'est qu'il est... gras du cul.
parce que le bousin est aussi lié au feu. Dans la mythologie, ce n'est pas la foudre qui provoque l'incendie, c'est l'oiseau qui, pour provoquer un incendie, envoie un éclair. Le truc, c'est que cette graisse peut également servir d'ingrédient pour des potions médicinales. Et point important pour en finir avec l'oiseau. Là où son pendant américain est une véritable divinité, l'Impu du loup est bien plus un familier des sorciers et sorcières, auquel il obéit à la serre et au bec. Et il ne va même pas être lié à un seul sorcier, mais à une famille, l'oiseau se transmettant de père en fils et de mère en fille jusqu'à sa mort. Ce qui n'est pas près d'arriver, le truc étant... immortel. Mais comme le disait un certain prince de Perse... Immortel peut-être, mais pas invincible. Par contre, on va pas dire que c'est facile non plus. L'oiseau résiste à la foudre, aux armes à feu, aux armes blanches, à la noyade, à l'empoisonnement, mais ironiquement, pas au feu. Ce qui nous amène au dernier oiseau légendaire, Articodin. À ton tour. Alors, je veux bien, mais il y a comme qui dirait un problème. Lequel? Eh ben, en fait, les oiseaux liés à la glace, ça n'existe pas vraiment. Aucun au Canada, aucun dans les pays scandinaves, aucun en Sibérie, rien, nada, que dalle. Donc quoi, on arrête la vidéo? Ah non, regarde le timer, il reste encore toute une partie. Bon, en vrai, il y a peut-être un oiseau qui peut être lié à l'oiseau de glace. Retour au pays des mille et une nuits et du roc. Who is the rock? Who is the rock? Oh, you should know who the rock is. Le roc, il a une caractéristique principale, le fait qu'il soit grand. Mais genre, vraiment grand. Pour vous dire, les différents témoignages lui donnent une envergure d'environ 80 à 120 pieds, ce qui correspond à une taille entre 24 et 36 mètres, soit 10 fois plus que l'albatros. Albatros, mais c'est un gros porteur. Et en vrai, il faisait surtout la taille que l'auteur voulait qu'il fasse. Pour certains, à la naissance, donc quand il sort de l'œuf, le roc ferait 1800 mètres d'envergure. 2 km le bousin. Je commence à regretter l'oiseau qui ne vit que 500 ans. En réalité, le plus souvent, on estime que ses œufs ont un diamètre égal à 150 œufs de poule. Ça fait 6 mètres. L'oiseau était tellement large qu'on le disait responsable des éclipses solaires, et bien évidemment, avec une telle taille, s'accompagne une force proportionnelle. Mais pour en arriver là, je vais vous poser une question simple. À votre avis, qu'est-ce que ça bouffe un oiseau qui fait 30 mètres de large? Le ver de Lambton? C'est quoi ça encore? C'est un ver géant qui se trouvait en Angleterre, et qui a été tué par John Lambton. Ah ouais, super intéressant. Je sais, on a fait un short sur le sujet. Oh les gars, l'éléphant. La réponse, c'était l'éléphant. Et donc, le roc est capable de porter un éléphant entre ses serres, voire même un carcadane, l'équivalent de la licorne perse. 2 créatures qu'il tue en leur balançant des cailloux, de 5 mètres de large. Maintenant, et c'est là que c'est important, où est-ce qu'on peut trouver le roc? Parce que l'animal, il apparaît surtout dans les contes des mille et une nuits, mais c'est Simbad qui le rencontre, soit le perso qui est connu pour voyager un peu partout. Alors déjà, paradoxalement, malgré sa taille, c'est pas forcément l'oiseau le plus facile à voir. Par exemple, quand Kubilai Khan a demandé à ce qu'on lui ramène l'oiseau, tout ce qu'il a eu en retour, ce sont des plumes. Alors, des grosses plumes, mais juste des plumes. Donc du coup, qu'est-ce qu'il se passe avec un oiseau dont personne ne sait où il se cache? Eh ben, on le voit partout. Donc il serait apparu en Perse, en Égypte, en Turquie, mais il y a une légende qui raconte surtout où il est parti. En effet, après, je sais pas moi, avoir fait ses trucs de rock, il a décidé de prendre une retraite bien méritée en s'envolant vers le sud, direction l'île de Madagascar, où il aurait élu domicile sur l'une des montagnes. Maro Mokotra ou Andringitra, c'est jamais précisé laquelle. Mais ce qui est important, c'est que ce sont 2 montagnes sur lesquelles on peut trouver de la neige. Donc on résume, on a un oiseau légendaire qui se trouve sur une île au sud dans un environnement froid. Si ça vous fait penser à l'oiseau de glace de Kanto, c'est qu'on a bien fait notre boulot. Petite parenthèse, parce qu'il y a quand même une différence entre la description des rocs dans les mythes et Articodin, mais il faut savoir que notre grand oiseau est inspiré d'un autre, l'Anka. Alors on va laisser un petit peu de suspense sur sa tronche pour définir qui il est. Bien souvent on le compare au phénix, et même si je vois l'idée, il est quand même pas mal différent. Ne serait-ce que parce qu'il ne renaît pas de ses cendres, ce qui est quand même un point très central au phénix. En réalité, il va partager une seule caractéristique avec Lucimur, sa longévité, vu que lui aussi il vit 1700 ans. Mais à la différence qu'ils sont plusieurs, et qu'ils s'accouplent au bout de 500 ans, avec des petits qui restent dans leurs œufs, 125 ans, soit 2 corbeaux écarts. Je tiens les comptes. Et là où il va rejoindre le roc, c'est que les deux mangent des éléphants. Par contre, ce qui les différencie, c'est que lui vit à l'ouest, ou plus vite, là où le soleil se couche. Et même s'il est très rare de le voir, il sert bien souvent de guide à ceux qui se seraient perdus. Description du Pokédex.
Il est l'un des Pokémon oiseaux légendaires. Sa longue queue flottant au vent laisse bouche bée ceux qui ont la chance de l'apercevoir. Le légendaire oiseau des glaces, on dit qu'il apparaît aux gens perdus dans les sommets. Et on va pas faire durer le suspense plus longtemps, Articodin, il ressemble à ça, et ça, c'est plusieurs représentations de Langa. Voilà. Bon ben, le trio d'oiseaux légendaires, c'est fait. Et juste une question comme ça, il y a aussi des chiens légendaires? Non, parce que Hentai, Suicune et Raikou, ils doivent bien venir de quelque part aussi. Je crois qu'on a le sujet pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grimsqueaker pour vous servir.